Quand on parle d'ésotérisme, on parle d'occulte, de subtilité, de plans qui, pour les gens matérialistes, sont difficilement accessibles. Il y a des références notamment à l'éther, au plan astral. Et évidemment, quand on ne connaît pas et quand on appréhende des choses nouvelles comme ça, dont on n'a pas la perception, ça laisse libre cours à une imagination exaltative largement exploitée par Hollywood. Bon, j'ai envie de faire un préambule pour parler d'ésotérisme avec la métaphore du vampire. Le vampire, qu'est-ce que c'est? Finalement, le vampire est totalement en adéquation avec la réalité du monde moderne. Euh, Dépossédé lui-même de sa propre originalité, se complaisant dans le culte de la gestion du patrimoine morbide et de l'objet de compensation de tous les vices, il a besoin pour survivre de voler la vie des autres et de les euh, zombifier ou de les asservir dans le même modèle que lui. Mais on ne peut pas faire mieux comme image pour parler du néolibéralisme et du capitalisme. Et ça se reproduit d'une manière psychanalytique en décomposant les caractéristiques des gens, notamment aujourd'hui. Ça a toujours été le cas, mais dépossédé soi-même par les anciennes générations de sa propre originalité, cloîtré dans le complexe et la haine, se complaisant dans le culte de l'objet de compensation tout en rageant de cette situation sans rien faire pour l'améliorer, les gens qui sont en constat d'échec et matérialistes de fait ont besoin de trouver des personnes pour les déposséder à leur tour de ce qui leur reste afin d'alimenter leur insatiabilité, si vous voulez, consumériste et des vices. Et aujourd'hui, c'est tout à fait ça. Les gens n'arrivent pas à s'émanciper du père et de la mère, se trouvent bloqués par la médiation sociale, ils sont donc soumis aux élites, dans une fausse rage où ils se parent de vertus qui ne les concernent pas. Finalement, tout ce chaos de pulsions grossière, finalement, sert à maquiller le fait que on cherche des gens à déposséder de leur propre originalité pour alimenter une insatiabilité narcissique et matérialiste. Bon, le culte de la façade, la complaisance dans les vices, le gaspillage de la vie, de sa vie personnelle et de la vie des autres pour se complaire dans une sorte de collectivité négationniste spirituelle. C'est la métaphore du néolibéralisme, du capitalisme, et l'explication finalement à échelle collective de pourquoi les accusations inversées, de pourquoi les guerres, de pourquoi voler l'or des autres, et de pourquoi faire tout ça pour alimenter finalement une complaisance totalement matérialiste. Mais ça, je dirais que c'est le côté caché, si vous voulez, du mythe du vampire qu'on ne vous dit pas. Parce que si on se réfère à Hollywood, on a affaire finalement, par l'imagination exaltative, à des films avec des effets spéciaux, si vous voulez. Mais tout ça, c'est du baratin, c'est du charabia, c'est de la poudre aux yeux. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus plat et matérialiste et que finalement, quand on regarde les informations, on a un monde de vampires et de zombies, si vous voulez. C'est-à-dire de gens, c'est-à-dire les populations sont comme zombifiées par des vampires élitistes qui les cloîtrent dans une soumission matérialiste avec, si vous voulez, des pouvoirs hypnotiques, hein, les médias, les mensonges, l'inversion accusatoire, et le fait de jouer sur les pulsions, la haine, le complexe, l'envie, la jalousie, et tous les 7 péchés capitaux. Bon, ça c'est le côté caché, donc on est dans l'occulte. Et puis, là, je fais tomber la façade du mythe du vampire tel qu'on le connaît. Ceci dit, c'est intéressant puisque le vampire, si vous voulez, c'est pas totalement découplé de la découverte du pétrole. J'ai expliqué dans la symbolique du pétrole qui anime nos civilisations actuelles, le pétrole, ce sont les forêts antédiluviennes en putréfaction. La symbolique de l'arbre, c'est la famille. Donc les gens qui utilisent le pétrole dans leur moteur, dans le moteur, si vous voulez, de leur dynamique économique hein, et productive, finalement se complaisent dans un culte des secrets de famille jamais démêlés
et dans ce qu'on expliquait avec le vampire, dans l'objet de compensation, sans faire aucun effort d'émancipation. Donc on voit bien que le pétrole, plus le nucléaire, dont la symbolique a déjà été découverte, puisque j'ai expliqué que quand on décompose ce que c'est que le nucléaire, on a un atome fissuré par d'autres molécules pour produire une énergie conséquente, mais éphémère et dégradante. Ça aussi, c'est la métaphore du néolibéralisme qui voit des coalitions de pays fracturer un pays qui n'est pas totalement aussi soumis qu'eux à la dette pour piquer les ressources naturelles et alimenter leur insatiabilité, si vous voulez, consumériste. Et ne laisser que la pollution et des zombies, si vous voulez. Hein. Donc on voit bien que là, on a la réalité cadre tout à fait avec le mythe du vampire qu'Hollywood, si vous voulez, maquille derrière de la poudre aux yeux des effets spéciaux, mais qui sont tout à fait en corrélation avec la réalité du monde actuel. Et je dis, la découverte du pétrole se fait aux États-Unis et en Roumanie. La Roumanie, c'est la terre natale de Dracula, le dragon. Alors Dracula n'est pas un vampire avec des dents crochues qui suçait le sang de ses victimes. Dracula est un personnage qui a existé, qui à l'époque où l'Europe de l'Est, l'Europe centrale était en proie à des invasions, notamment du côté ottoman, produisait des nobles qui étaient censés être dans des avant-postes de défense de territoire. Et à cet égard, notamment, il faudrait vérifier, hein, je crois que c'est du côté orthodoxe, le comte roumain dont on parle et dont les Turcs lui donneront le surnom de Dracula, c'est-à-dire le dragon, pour chasser les Ottomans, pour les battre, si vous voulez. Il utilisait des procédés qui consistaient à mettre en scène de manière morbide des champs de bataille pour effrayer l'adversaire. Parce que vous savez quand même que dans l'histoire, les Turcs, hein, les Ottomans, ce qui donnera les Turcs tels qu'on les connaît même aujourd'hui, hein, si vous regardez, il y a toujours eu une réputation de guerriers, de soldats violents, extrêmement sanguinaires et comment dire, sans morale, sans foi ni loi. Évidemment, pour opposer à cette réalité des armées ottomanes, de cette réalité violente des armées ottomanes, ce comte roumain a joué sur la surviolence. Donc, on lui prête, si vous voulez, dans son combat contre les Ottomans, des champs de bataille avec des centaines de cadavres empalés mis en scène pour effrayer les Ottomans. Et c'est de là que vient la légende du comte Dracula. Bon, alors ça donnera le délire qu'on voit à Hollywood, si vous voulez, mais les origines du comte Dracula en Roumanie, si vous voulez, remontent à cette époque de conflit. Il faudrait situer un peu cette période-là, entre les orthodoxes et puis les Ottomans, où il y avait... Vous savez, pendant la guerre d'Algérie, notamment, bon, bah, des soldats qui étaient du côté de la France contre le mouvement indépendantiste algérien, certaines personnes étaient tuées, éventrées, on leur mettait des cailloux dans le ventre. Ça a toujours existé, ces mises en scène pour effrayer l'adversaire et le décourager, si vous voulez. Bon, c'était à des époques plus reculées, mais c'était ce procédé-là qui était utilisé. Alors je disais, comprenez, je parlais du pétrole. J'ai expliqué la symbolique du pétrole et c'est très curieux. La découverte du pétrole aux États-Unis est couplée à la découverte du pétrole, si vous voulez, en Roumanie.
Et il faudrait peut-être voir si tout ça, finalement, ne se retrouve pas lié dans une logique contemporaine. Quand on parle d'ésotérisme de manière sérieuse, on se rend compte que le mythe du vampire peut avoir une autre origine, c'est-à-dire que toutes les pulsions que vous avez, tout ce qui est grossier, tout ce qui est la complaisance dans le vice, se manifeste sur un plan subtil qu'on n'a pas l'habitude d'apprendre, qui est le plan astral, et s'y imprègne. Et quand on se penche donc sur ce mythe du vampire, d'un point de vue ésotérique, il apparaît que dans les temps anciens, à l'époque où les gens étaient plus en relation avec la nature et n'étaient pas complètement séparés avec le pôle scientifique, mental, de la connectivité aux choses, il est fait mention dans certains livres ésotériques du fait que certaines personnes avaient la possibilité d'agréger toute cette masse de pulsions grossières qui végètent sur le plan astral, hein, puisque il y a les gens qui meurent, si vous voulez, laissent leur coque astrale de pulsion et puis suivent leur cycle, hein, pour monter, si vous voulez. Mais ces coques de pulsion astrale, elles restent sur les plans vulgaires. Et il apparaît que certaines personnes étaient en capacité de contrôler ces coques de pulsion morbides, violentes, sexuelles, de grossières, si vous voulez, et de les cantonner à un cadavre. Ce qui fait que le mythe du zombie et du vampire peut prendre sa source dans le fait que, dans le temps, ce genre de procédé totalement répugnant, qui consistait à prendre les pulsions du plan astral les plus vulgaires et de les mettre dans un cadavre, produisait des êtres qui n'étaient pas des personnes, mais si vous voulez, des entités mues de pulsions extrêmement agressives et violentes. Alors, c'est quand même un prodige de pouvoir animer un corps, si vous voulez, sans âme, et de le faire se mouvoir uniquement sous l'impulsion d'émanations grossières et vulgaires. Et de là à ce que ces êtres, des zombies, hein, ou peut-être de ce qu'on appelle des vampires, aient été capables de se mouvoir jusqu'à tuer des gens pour finalement, si vous voulez, satisfaire ces pulsions résiduelles, tout ça pour avoir, dans les temps anciens, eu une réalité. Alors, bon, maintenant qu'on a mis le folklore de côté, qu'on a replacé le folklore dans un cadre plus réaliste, hein, qu'on a, si vous voulez, fait tomber un peu les apparences, on peut parler d'ésotérisme à proprement parler, c'est-à-dire, bon, une âme source, c'est-à-dire, on va dire, ce qu'on appelle Dieu, peut très bien prendre de nombreuses formes et, au travers d'un cycle d'évolution, se bonifier dans le temps. Ce qui expliquerait finalement les cycles minéral, végétal, insecte, animal, humain, ange. C'est-à-dire que l'idée dans ce cycle d'évolution de la nature originale, l'essence divine, si vous voulez, c'est que par étapes successives et par le processus d'incarnation, de réincarnation successive, cette source se bonifie dans le temps sans jamais pouvoir régresser. Ça coupe court, si vous voulez, à ce qu'on peut dire, on a plusieurs vies, à chaque vie on se réincarne, on assume son mauvais karma, le bon karma aussi a ses conséquences, et on s'améliore dans le temps. Bon, il y a des gens qui gaspillent leur vie, qui ne travaillent pas à aller dans le bon sens et qui finalement se complaisent dans les aspects purement matérialistes. Donc ils ne retirent pas beaucoup d'expérience et souvent ils ont un mauvais karma. C'est plus dur pour eux dans la vie d'après, d'autant plus. Mais la notion de karma est quand même assez logique et finalement paraît ce qui est le plus plausible.
Ça induit de respecter tous les différents règnes de la nature, de respecter les parcours des autres, de suivre une vie digne avec le besoin d'aller dans le bon sens et de pouvoir aider les autres à y aller, si vous voulez. Euh, et puis, ça explique aussi les différences entre les gens. Parce que si on est régi par le cycle des réincarnations, vous imaginez bien que tout le monde n'a pas la même expérience, le même nombre de vies. Euh, alors encore une fois de plus, on ne peut pas régresser, parce qu'il y a des gens qui moquent la notion de réincarnation par le fait de dire on va se réincarner en abeille, par exemple, ce qui est ridicule. Alors pas pourquoi une âme qui a atteint le niveau de l'humanité regresserait au niveau de l'insecte. D'un point de vue évolutionnel, c'est totalement aberrant, si vous voulez. Donc il y a bien un cycle d'évolution, et si vous voulez, alors après, moi, je ne sors pas de mon corps, je ne suis pas capable de le faire, mais j'ai entendu beaucoup de récits de personnes qui sont capables ou de sortir consciemment de leur corps, ou qui ont vécu des expériences comme ça, et se retrouveraient sur le plan astral, qui est ce que je disais tout à l'heure, une espèce de tissu qui s'imprègne des pulsions des gens. Mais il n'y a pas que ça. Et bon, le plan astral est probablement pas le plan le plus subtil qui soit. Il y a d'autres plans. Et progressivement, je crois qu'après la mort, bon, on perd son corps physique, mais on se sépare des pulsions grossières pour finalement retourner à l'âme source, se nettoyer, faire le bilan, plus négatif, hein, et finalement se réincarner pour continuer le cycle de bonification. Bon, moi c'est comme ça que j'envisage les choses, puis ça me paraît logique et ça paraît donner un sens. Imaginez que ce ne soit pas ça, je pense que c'est tout à fait, cette histoire de réincarnation, de karma, un excellent vecteur de vie en communauté et de direction. Parce que quand on suit ces principes, finalement, la vie a un sens, et un sens positif. Donc de toute façon, c'est positif de voir les choses comme ça. Alors je dirais que moi, je ne crois pas au diable. Je crois que si des gens sont matérialistes et réfractaires à ce processus de bonification, c'est parce que dans le chaos des confrontations entre les différentes entités, eh bien, les complexes et puis le renfermement et les haines maintiennent les gens sur les plans les plus matérialistes. Donc, c'est un phénomène naturel de choc qui crée finalement un traumatisme, et ce traumatisme engendre un renfoncement, un blocage, une haine des complexes et un négationnisme. Surtout, le négationnisme vient du rapport intergénérationnel et de la difficulté d'admettre la violence, comment dire, l'insanité du monde adulte, si vous voulez. Et quand on nie ça, eh bien évidemment, on vit dans les apparences. Donc je pense que je ne crois pas au diable, je pense que les gens qui sont réfractaires au processus de bonification sont des gens qui sont bloqués parce qu'ils ont, dans la confrontation aux autres blocs, si vous voulez, été enfoncés. Et parfois, les confrontations intergénérationnelles sont violentes et il est très difficile de les affronter de face. Et puis le psychisme est fait que certaines personnes sont fragiles, n'ont pas la puissance émancipatrice et préfèrent végéter dans la négation du viol du père et de la mère, c'est souvent ça. Mais ça a trait à un processus naturel de choc entre différentes entités. Bon, ça peut se travailler, on peut en sortir. L'homosexualité n'est pas une fatalité, on peut en sortir, mais après, si on n'y arrive pas, il faut bien vivre avec, si vous voulez, et assumer. Bon, c'est ainsi. Pour les gens qui ne sont pas bloqués, qui ne sont pas dans le traumatisme et le négationnisme du viol du père et de la mère, le processus Alors, on peut même être homosexuel et conscient de tout ça, et malgré le fait d'être bloqué, réussir, si vous voulez, à aider autrui et à apporter. Hein. Le judaïsme, d'un autre côté,
est un rapport extrêmement matérialiste, mais qui n'exclut pas de pouvoir apporter quelque chose de positif parfois aux autres. Hein. Il y a, quand les Juifs font preuve d'un bon état d'esprit et d'un bon élan de participation, ils apportent une intelligence, une observation notamment scrupuleuse au niveau bon, les Juifs ont souvent une propension à bien à trier, à tout référencer et à suivre la généalogie. Bon, c'est souvent on voit ça chez eux et c'est vrai que ça peut être un plus. Euh, N'importe qui est capable de percevoir ce processus de bonification et si vous êtes bloqué dans le matérialisme, vous pouvez procéder par étapes et à votre niveau apporter un plus et participer. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Hein, c'est pas voilà. Et alors ce que je disais, c'est que évidemment tout le monde n'est pas au même niveau. Il y a des gens matérialistes qui auront beaucoup plus de mal à avoir accès au plan subtil, et puis il y a des gens qui sont détachés plus que les autres du matérialisme. Et c'est pour ça qu'on a, dans toutes les cultures, dans tous les niveaux historiques, on a toujours eu des références à ces expériences de télékinésie, de télépathie, euh, des apparitions, à des anges qui donnent des conseils. Bon, tout ça, ça se passe sur des plans subtils, évidemment. Comme la plupart des gens sont matérialistes, bah, c'est pas qu'ils veulent pas y croire, c'est qu'ils ne croient que ce qu'ils voient. Donc, comme ils sont matérialistes, ils ne voient que la matière, si vous voulez. Donc, mais on peut pas nier que de tout temps, dans toutes les cultures et à toutes les périodes historiques, ces références existent. Donc, si elles existent et qu'on en parle quelque part, c'est qu'on peut pas nier qu'il y a un phénomène. Bon, moi, je peux pas le prouver. Je suis pas capable moi de sortir de mon corps astral consciemment. Je peux pas prouver que ça existe. J'ai l'intuition que ça existe, si vous voulez. Après, je dirais qu'il faut faire attention avant de se lancer dans des aventures mystiques. Je pense que le plus important, c'est de travailler sur la tentative d'émancipation intergénérationnelle par la droiture et l'enseignement christique. C'est-à-dire, une fois que vous êtes nettoyé de toutes ces pulsions vulgaires, de tout cet enfermement complexé et haineux matérialiste, alors là, probablement, les choses se dévoilent et sont plus simples. Voilà. Mais il faut procéder par étapes. On ne peut pas être gauchiste et vouloir accéder à des plans subtils. Ça peut être catastrophique. D'ailleurs, je dirais que certains francs-maçons, je l'ai constaté moi-même, ont des facultés psychiques développées. Malheureusement, il n'y a pas la maturité qui va avec. Et ça peut être catastrophique. Ça peut être catastrophique. Il y a des gens extrêmement intelligents qui n'ont pas le courage émancipateur, qui ont accès à des choses subtiles et qui s'en servent de la mauvaise manière. Donc, la sagesse et la maturité imposent de se nettoyer avant de tenter toute expérience qui vous apporterait des pouvoirs occultes, qui vous apporterait un avantage par rapport aux autres, mais sans la maturité, ça peut être catastrophique. C'est comme les gens extrêmement intelligents qui développent des courants scientifiques, mais qui sont complexés, et qui vont se servir de ces courants scientifiques pour essayer de se venger ou de prendre le dessus, alors qu'ils n'ont pas la virilité de le faire dans la réalité. Bon. C'est là qu'on voit que l'intelligence devrait être couplée au courage et qu'on devrait avoir plus d'écoles de travail sur son enfance, son adolescence et de nettoyage d'un passé qui, par le complexe induit et la velléité de vengeance qui est tant promue par Hollywood notamment, apporte des catastrophes au niveau du comportement social. Hein. Et donc, l'ésotérisme peut avoir de l'attrait, mais il faut savoir que sans la maturité pour l'appréhender correctement, c'est sauter les étapes. Voilà. Je pense que l'occulte, l'ésotérisme, ne se dévoile qu'aux gens qui ont la maturité, la sagesse pour l'appréhender de la bonne manière. Et je conseille donc on peut s'intéresser à tout ce qui est côté caché des choses. Mais il ne faut pas oublier le plus important,